Wall Street, tout comme les indices boursiers européens, sont toujours proches de leur sommet, confortés, c'était la semaine dernière, on l'a largement commenté ici sur Boursorama, par les propos dovish accommodants de Jérôme Powell, le patron de la Fed. Bonjour Xavier. Bonjour David. Vous voyez opinion du chef. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, oui, bah oui, il a beaucoup. Ah oui, oui, pour le moins. Moi, j'étais même un peu surpris par la teneur de ses propos. Il sait nous prendre parfois par surprise. Ouais. Peut-être qu'il s'avance un peu aussi. Bon, la suite nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que dans ce que je lis, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs. Évidemment, tout le monde est ravi que les marchés boursiers montent, évidemment, mais de plus en plus d'investisseurs se disent inquiets, semblent inquiets de cette ascension, j'ai envie de dire non-stop, des grands indices boursiers, notamment à Wall Street, le S&P qui gagne 10% depuis le début de l'année, deuxième meilleur démarrage de l'année depuis 1998. Il y a une petite forme, entre guillemets, de malaise ou pas chez certains investisseurs. Oui, et surtout, je pense que beaucoup de gens sont surpris par le fait que beaucoup de classes d'actifs montent simultanément. On a eu la séquence obligataire de la fin d'année dernière, bon, avec une légère consolidation depuis le début de l'année. On a le Bitcoin qui a connu une forte progression. On a reculé un petit peu aussi. Oui, mais enfin, globalement, depuis le début de l'année, très forte progression. On a l'or qui progresse, la relique barbare. Ouais. On a quelques matières premières qui progressent aussi. Et puis on a les marchés actions. Alors, tout ce petit monde qui monte en même temps. Oui, et alors le problème c'est que de part et d'autre de l'Atlantique, la perspective bénéficiaire n'est pas tout à fait identique. Aux États-Unis, on a vraiment un trend de croissance des bénéfices pour l'année 2024. Au fond, on a eu une année 2021 qui a été le rebond post-Covid. Ouais. On a eu 2022-2023 qui étaient plutôt des années de stabilisation sans très forte croissance des bénéfices. Et là, on a à nouveau une réaccélération des bénéfices sur 2024. Donc ça, globalement, les investisseurs le constatent et donc ça justifie... À quelle hauteur ? Alors, pour l'instant, on est si on prend le Standard & Poor's, on est sur une croissance bénéficiaire de 12-13%, avec près de la moitié qui est concentrée sur les fameux 7 magnifiques. Et ça, c'est globalement, on retrouve la même chose à l'échelle mondiale, à l'exception de l'Europe et de la Chine. En Europe, on est plutôt dans une phase de stabilisation, voire de légère érosion des marges, très faible croissance bénéficiaire. Et en Chine, même chose. La Chine, c'est plus compliqué pour d'autres raisons. Mais par exemple, on a un marché qui sort un peu de 30 années de purgatoire, si j'ose dire, qui est le marché japonais, qui voit une croissance des bénéfices et elle est assortie notamment de la déflation. Donc on a, globalement pour les investisseurs, un soutien. Mais c'est vrai que les ratios de valorisation ont été peut-être un peu au-delà de ces perspectives bénéficiaires et surtout qu'ils ont été attisés par le fameux concept d'intelligence artificielle, promesse d'IA générative, voilà. Et là, probablement que les marchés ont été un peu vite en besogne. Ouais. Après, Bank of America a demandé à des investisseurs, les 200 plus grands asset managers, si on était ou pas sur les marchés actions américains en présence d'une bulle. 40% ont dit oui, 45% ont dit non. Ça dit quoi? Ça dit, est-ce que la question, il faut se la poser uniquement sur la techno, la bulle, ou est-ce qu'il faut, quand on le voit, sur les marchés américains, c'est très partagé. Hein. Parce qu'il y a ce phénomène très atypique depuis quasiment un demi-siècle de concentration, notamment sur le marché américain. C'est moins valable en Europe. Bon, je sais qu'il y a le concept des granolas, des valeurs de croissance, mais c'est quand même moins. On a dans le CAC 40 les valeurs du secteur du luxe. Donc on a des phénomènes de concentration. Ouais. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces phénomènes de concentration, qui sont sans égal depuis un demi-siècle. Hein. Il y a des économies d'échelle et il y a surtout des situations de rente d'entreprises qui ont une empreinte mondiale. Donc, tu as des entreprises qui ont quasiment des marchés mondiaux, à l'exception des GAFA sur la partie asiatique, la Chine, mais qui ont des niveaux de marge et des niveaux de croissance qui sont exceptionnels. Si je prends les GAFA ont fait croître leur chiffre d'affaires entre 2000 et 2026, si je prends le consensus, le chiffre d'affaires des GAFA va croître de 100%, va doubler. Le résultat d'exploitation va progresser de 150%. Et la capitalisation des GAFA, pour l'instant, à aujourd'hui, n'a progressé que de 60-65%. Donc, si tu veux, c'est ça qui tu vois, ces deux, trois agrégats voudraient dire, au fond, que les GAFA ils sont moins chers, d'une certaine façon, qu'ils ne l'étaient en 2020. Tout en l'étant.
Tout en étant cher, voilà. Parce qu'ils ont une situation de rentabilité. Et la marge opérationnelle consolidée des GAFA va progresser entre 2000 et 2020. Alors j'additionne des choux, des pommes de terre, parce qu'il y a de tout. Il y a à la fois Tesla, il y a Nvidia, donc il y a un peu de tout. Mais si je consolide tout ça et je trouve une marge opérationnelle, la marge opérationnelle va passer pré-Covid de 23% à près de 28%. Et donc, si tu veux, donc ça veut dire que l'envolée, parce que la question qu'on se pose derrière, et aujourd'hui, c'est de savoir si l'envolée des bourses depuis le début de l'année et le niveau auquel on est justifié ou pas par des fondamentaux économiques. Par les fondamentaux, oui, en bottom-up, c'est-à-dire du point de vue des résultats des sociétés, oui. Je vais répondre, oui, globalement, oui. Ouais. Oui, alors, par contre, c'est l'asymétrie qui existe entre ces sept valeurs au niveau du S&P et les 493 autres valeurs du S&P, où là... Elles se comportent comment à la fois d'un point de vue boursier, mais aussi d'un point de vue financier? Alors, d'un point de vue financier, elles vont avoir, normalement, elles vont contribuer, mais tu entends bien, 493 valeurs qui vont contribuer à 50% de la progression des bénéfices. Cette valeur du S&P 500 vont contribuer à hauteur de plus de 50% des croissances bénéficiaires, et le reste... voilà, donc c'est ça, c'est cette asymétrie. Et donc ça renforce tous les comportements de concentration des investisseurs, à la fois par la gestion active. Et donc c'est ça qui commence plus que le niveau des marchés boursiers, c'est le fait... comment certaines valeurs, mais on le sait bien, captent à la fois tous les flux, toute la performance. Voilà, et même la rentabilité. Et tu vois, la semaine dernière, la Maison-Blanche, manifestement, s'intéresse de très près à Apple. On a un procureur général qui a ouvert une enquête sur la position dominante d'Apple et le fait que Apple, volontairement, dégraderait des prestations de services sur ses clients. Et donc, derrière ça, il y a une interrogation sur cette position qu'ont un certain nombre d'acteurs, notamment dans les technos, les GAFA américains, sur la compétitivité de l'économie américaine. Ça peut paraître paradoxal de parler de compétitivité de l'économie américaine alors que tous les GAFA sont américains, mais il y a quand même une interrogation du point de vue des régulateurs américains. En Europe, la chose est différente, mais c'est peut-être au fond des notions d'économie d'échelle. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une économie où les très grosses sociétés qui ont des positions de marché mondiaux font bénéficier leurs actionnaires d'économies d'échelle, ce que l'on ne retrouve pas sur les petites, moyennes valeurs. Ouais. Et notamment, par exemple, être capable d'assumer des investissements en intelligence artificielle générative, probablement que des très grosses sociétés sont capables de commencer à mettre en place ces stratégies, alors que les petites, moyennes valeurs vont avoir plus de difficultés. Et donc, on pourrait avoir des écartements de compétitivité, de rentabilité. Et au fond, c'est peut-être ce qui est en train de préempter le marché en accordant des primes de risque très faibles sur des très grosses entreprises techno, ce truc. Là, on comprend. Peut-être que le marché a été un peu en avance là-dessus. Mais des primes de risque plutôt élevées, donc des décotes, sur des petites, moyennes valeurs. Donc on se dit quoi? On se quitte là-dessus. On se dit qu'au global... il n'y a pas de bulle pour moi. Il n'y a rien d'aberrant, il n'y a pas de bulle. Il y a probablement un excès. Il y a probablement un excès dans l'enchaînement qu'on connaît depuis fin octobre. Avec toutes les bonnes nouvelles qui sont dans les cours. Voilà, c'est ça. Donc on peut pas. J'avais dit ça il y a 4 semaines. J'avais dit qu'on ne pourrait pas aller au-delà. On a repris 3 à 4% de plus. Donc je ne vais pas manger ma cravate, mais enfin bon, je me suis trompé. Mais je pense qu'on ne peut pas. Le marché, au mieux, fait une latéralisation. Moi, ce qui me fait ma crainte, au fond, en Europe, c'est pas pareil aux États-Unis. Ma crainte, c'est qu'on a des effets volumes qui sont négatifs. En Europe. Ouais, en Europe. Et on a des marges qui restent élevées. Et pour moi, ça, c'est pas compatible. Donc on ne peut pas avoir des effets volumes négatifs et des marges qui restent élevées. Donc probablement qu'à un moment ou à un autre, le consensus va devoir s'ajuster et je crains des révisions de perspectives bénéficiaires. En Europe. Aux États-Unis, c'est différent parce que là, on a à la fois des effets volumes et donc des croissances de chiffre d'affaires nominales adossées à des rentabilités élevées. Donc ce qui fait qu'on a une croissance bénéficiaire aux États-Unis de 12-13%. Attendue. C'est pas un risque, ça? Non, c'est pas un risque. Mais en Europe, on n'a pas du tout le même profil. Ouais. Et donc, si tu veux, on a une décote entre l'Europe et les États-Unis. Et je crains qu'en Europe, le phénomène soit un peu plus compliqué. Et donc, on assiste à une érosion des perspectives bénéficiaires. Et donc, ça pèse. Au fond, tu peux avoir une augmentation des ratios de valorisation à condition qu'elle soit relayée ultérieurement par une progression des bénéfices. Ouais. Aux États-Unis, cette séquence peut se construire. Aujourd'hui, elle peut se construire. Elle est légitime. C'est ce que nous dit le consensus. En Europe,
en France, mais en Europe, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, je suis plus interrogatif sur... Nous, on a suivi par sympathie, si j'ose dire, la croissance des ratios de valorisation, mais on n'a pas le relais bénéficiaire. Et je crains que sur le relais bénéficiaire, on ait des pressions sur les marges des entreprises. Et donc là, il y a une interrogation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un crack devant nous, mais ça peut vouloir dire qu'on a un rétro de, je ne sais pas, une dizaine de pourcents. Ce n'est pas du tout impossible sur le reste de l'année. Tu vois, c'est ce profil-là. Et enfin, dernier point sur la politique monétaire, moi j'ai l'impression que les marchés, au fond, fin septembre, ils étaient, sur le marché américain, on était à 2 baisses anticipées des taux d'intérêt. On est repassé à 4 baisses des taux d'intérêt, puis aujourd'hui on est à 3. Rien ne dit que d'ici 2-3 mois, on sera à nouveau à 2. Et donc là, le marché obligataire pourrait commencer à, tu vois, à s'ajuster lui aussi. À s'ajuster. Et donc, les marchés actions seraient un peu coiffés par cette dimension-là. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Salut. Salut David.